Vous écoutez un épisode de Sagesse et Morito, un podcast indépendant à la recherche du sens et de l'essence au-delà des apparences. Tout cela, c'est grâce à votre générosité. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee et Patreon. Voyez les liens en description ou directement sur Spotify. Bonne écoute! Quel que soit notre âge, sur Internet, nous vivons toujours comme des hommes du passé, basculés dans un monde dont les codes nous sont devenus progressivement incompréhensibles. Ce qui nous fait peur, c'est c'est pas tangible, on n'arrive pas à saisir la réalité, le concret de ce lien. Et sur les réseaux sociaux, l'amitié est une déclaration, comme s'il y avait une institutionnalisation de l'amitié. Les réseaux sociaux ne sont pas simplement des outils. Les réseaux sociaux sont des mondes. Ils nous familiarisent à des atmosphères, encouragent des formes d'expression, orientent des types de réflexion, entraînent des visions, infléchissent des traits de nos personnalités et induisent des comportements. Aujourd'hui, on va vous dire le contraire de ce qu'on vous dit toujours sur ce podcast et sur tous les autres podcasts. Et ce que vous disent toujours tous les créateurs de contenu. Ne cliquez pas « j'aime ». Ou plutôt, faites-le d'une manière un petit peu différente. Comment est-ce que les réseaux sociaux nous ont désincarnés ? Ne cliquez pas « j'aime ». Cet épisode, c'est un plaidoyer pour des rapports sociaux plus lents, mais incarnés et vrais. En vérité, je vous le dis. It is like a finger pointing away to the moon. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs de Sagesse et Morito, bienvenue dans ce nouvel épisode qu'on enregistre tout spécialement pour vous, oui, vous là, toi qui nous écoutes. Alors on te rappelle, s'il te plaît, merci de t'abonner à cet épisode, de nous mettre tous les petits j'aime et les petites étoiles que tu peux nous mettre sur les réseaux sociaux, ça nous aide vraiment beaucoup, alors merci. Dans cet épisode, on parle de réseaux sociaux et ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que le lien social, il est essentiel pour notre vie. Alors, face à l'ampleur de tous les réseaux sociaux et de tout ce que ça fait sur nos relations humaines, il faut instaurer une contre-liturgie, la socialisation. Si vous n'avez pas compris ces mots-là, écoutez jusqu'au bout cet épisode parce qu'on va essayer de vous l'expliquer. Mais tout de suite, je me tourne vers JC qui va nous faire un petit peu remonter dans le temps. Je vais jouer mon rôle de vieux millénial aujourd'hui. Je vais vous parler de ce qui se passait dans le temps. En février 2012, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, annonçait le projet ambitieux de son entreprise. Il écrit aux investisseurs: « Aujourd'hui, notre société a passé un point de bascule. Et Facebook est là pour reprogrammer la manière dont les gens partageront et consommeront l'information. » On était à la veille de l'entrée en bourse de Facebook. On était au point de bascule à ce moment entre le Web 1.0 et le Web 2.0. Maintenant, Léa, dans ta petite jeunesse, peut-être qu'en 2012, tu étais encore à l'école primaire. C'est tellement insultant. Mais maintenant, Léa, laisse-moi te parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Internet en ce temps-là se naviguait lentement avec plusieurs fenêtres et les forums de GIF clignotant des sonates midi. C'est là qu'on s'est connus, moi qui jouais à StarCraft et toi qui décrochais la ligne. Le modem. Le modem. Ça voulait dire... On attend longtemps. Le modem. Le modem. On le branchait un jour sur deux. Bravo, Excusez JC. Des talents insoupçonnés. Ah ouais, non, mais je voulais... Il fallait chanter au moins une fois dans Il Sagesse fallait et un Morito. chanteur québécois quand même. Hein. Excusez-moi, chers auditeurs, mais c'est quand même... Le parallèle avec la bohème, ce rapport avec l'ancien temps révolu, puis le Web 1.0, c'est important, puis ça nous aide à faire le contraste entre qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a connu. Et c'est important de dire que le Web 2.0 est
totalement différent du premier. Le web avant 2012 était souvent peu censuré, peu cartographié. Il n'y avait pas vraiment de sites majeurs à travers lesquels on accédait à Internet, comme aujourd'hui Facebook ou Twitter. Hein. Souvent, notre rapport à Internet passe par un réseau social qui, après ça, nous réfère à d'autres sites. Et souvent, ce qu'on connaît sur Internet, ben, ça nous vient de likes, ça nous vient de partages, ça nous vient de ce que nos autres amis voient sur Internet. Alors qu'avant, c'était vraiment une expérience plus d'explorateurs. Les pages devenaient souvent des communautés accidentelles. Moi, je me rappelle en secondaire 1 et 2, ça veut dire c'est au début du lycée, comment avec mes amis ou des amis, on se rencontrait sur un forum, le forum du groupe de musique Blur à l'époque. Ils ont changé de nom après. Hein, en tout cas, Blur. Et c'était comme un chat room, puis comme c'était basé en Angleterre, ben, quand on était dessus, nous autres, le soir, c'était le milieu de la nuit là-bas, donc on avait une page, on se retrouvait dans un lieu précis d'Internet parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et voilà, le Web 2.0 a vu l'émergence de grandes entreprises qui ont mis des moyens extraordinaires à capter notre attention, puis à changer notre manière de consommer et partager l'information. Donc, à quelque part, Zuckerberg a tenu sa promesse. Merci JC de nous avoir fait remonter dans le temps et puis dans ton temps aussi. C'est très agréable de t'imaginer adolescent sur un forum avec un bouton et des lunettes. Mais en même temps, est-ce que cette promesse de Mark Zuckerberg, ce serait pas juste une lubie d'un puissant de la tech qui juste a envie de révolutionner le monde, mais concrètement, ça n'a rien changé. Je veux dire, ça a peut-être changé un tout petit peu les réseaux sociaux, mais grand bien nous fasse, une fois qu'on a fermé l'appli, je veux dire, on retourne à nos vrais rapports humains. Ah, que nenni, Charlie, parce que cette annonce, elle a été faite à une conférence que Facebook tient à peu près tous les 1 ou 2 ans. Et c'était une annonce à des investisseurs, une annonce à tout un tas d'entreprises qui développent des sites web. Et en fait, à la fin de l'année, je crois que c'est 2012, hein, quand Zuckerberg a fait cette annonce, il y a près de 2 millions de sites web qui ont adopté l'outil que Facebook avait développé, en particulier avec le fameux bouton j'aime, qui est normal, enfin que tout le monde connaît, ou alors le cœur sur Insta ou d'autres applis, qui existait avant, mais ils l'ont vraiment intégré. Et donc du coup, en fait, notre façon de surfer sur le web s'est transformée à ce moment-là. Donc, alors, dans ça, il y a une promesse qui est positive, qui est que voilà, tout à coup, il y a un article sur une nouvelle, et puis tu vois que, je sais pas, 7 de tes amis, ils l'ont lu, ils l'ont apprécié. Ça va influencer la façon dont tu vas lire l'article, en fait, ou le restaurant où tu vas aller, ou la destination de vacances. Donc ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire que le fait de surfer sur le web est plus quitter le monde individuel, est devenu beaucoup plus large, beaucoup plus collectif, mais il y a aussi un effet pervers. Zuckerberg avait dit, on va transformer notre façon de se connecter les uns aux autres, notre façon d'entrer en relation les uns avec les autres, et c'est vraiment ce qui s'est passé, parce qu'en même temps qu'il y a une augmentation des liens, voilà, on voit, toujours aujourd'hui, hein, tous les jours, on voit ce que font nos connaissances, nos amis, les gens qu'on suit, en même temps, il y a eu un grand affaiblissement du lien social, c'est-à-dire dans de la vraie vie, le lien social, il s'est affaibli. Ouais, et bon. ça, c'est aussi un impact, en fait. J'arrive pas à croire que c'est le bouton j'aime qui fait qu'on est moins en relation. Enfin, je veux dire, c'est peut-être une coïncidence, quoi, avec plein d'autres changements. Pourquoi on demande de pas cliquer j'aime ? Qu'est-ce que vraiment ça change sur nos rapports humains ? Enfin, j'arrive pas à voir le lien. Ouais, c'est là qu'il y a un paradoxe profond que Christelle souligne bien. Puis on remarque, comme les statistiques démontrent, bon, c'est sûr, corrélation égale pas nécessairement cause, mais de plus en plus, on commence à identifier un lien inverse entre l'utilisation des médias sociaux. Donc, plus quelqu'un utilise les médias sociaux, plus il a tendance à se déclarer seul ou isolé. Et l'isolation a des effets extraordinaires sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Et par opposition, la connexion humaine a des effets positifs, prévient ces effets pervers-là. On parle de l'affaiblissement du système immunitaire, on parle de l'augmentation de l'inflammation. On parle de... En fait, il y a une étude qui nous dit que
que c'est pire d'être isolé que d'avoir une mauvaise alimentation et pas faire d'exercice. Et on sait à quel point on nous dit tout le temps, faut faire de l'exercice, faut bien manger. Ben, c'est mieux de mal manger avec tes amis que d'être seul et bien manger pour ta santé. Ah ouais. Tu parlais d'isolation, je pense que généralement quand on parle d'isolation, c'est un petit peu plus pour les murs et les fenêtres dans les maisons. d'isolement. Tu veux parler de l'isolement. J'ai fait un petit anglicisme, excusez-moi. C'est-à-dire la solitude donc qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et donc ces études-là que vous citez ou que vous avez en tête, qui vous ont marqué, montrent que plus on utilise les réseaux sociaux, moins on est en relation les uns avec les autres, et donc plus on est seul, et donc plus on est en mauvaise santé, c'est ça? Mais c'est plus fort que ça, en fait. C'est que la solitude, il y a de plus en plus d'études qui ont découvert ça, et des d'études, c'est-à-dire des études qui reprennent ce que beaucoup d'autres études ont dit, qui montrent qu'il y a vraiment un lien très proche entre la solitude et puis la santé physique, vraiment. Ça a des impacts sur la santé physique. Là, en janvier 2023, il y a une grosse publication qui a été faite par l'université Harvard aux États-Unis, qui montre que les gens qui se déclarent se sentir seuls, qui est un phénomène psychologique et social, vont aussi montrer qu'ils ont plus de douleurs physiques, leur système immunitaire est plus faible, leurs fonctions cérébrales sont plus faibles. Genre ils réfléchissent moins bien? Le fonctionnement de leur cerveau est moins performant. Ils ont un sommeil plus perturbé, ce qui a aussi pour effet qu'ils sont plus irritables, donc leur comportement social va être irrité. Statistiquement, on dirait même, c'est ce que l'étude affirme, qu'une personne qui se sent seule sur le long terme, dans la solitude persistante, augmente de 26% le risque de mort, en fait, pour n'importe quelle année. Donc, c'est vraiment bienvenue dans cet épisode. Non, mais je pense qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre dans notre vie, le confinement ou quoi que ce soit. On se souvient, moi-même, je vois, bon, maintenant avec une femme puis des enfants, c'est dur d'être seul, mais je veux dire, j'ai connu des périodes à l'université de solitude étendue. Puis c'est facile de prendre des mauvaises habitudes. Il n'y a personne autour de toi qui vient t'auto-corriger. Tu pars dans tes pensées, tu parles juste avec toi-même. Je pense qu'on a tous expérimenté l'effet de l'isolement et de la solitude sur notre santé. Oui, alors d'accord, mais c'est quoi le rapport avec les médias sociaux? Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il faut être en relation, on est fait pour être en communauté, on en parle d'ailleurs souvent dans nos épisodes de Sagesse et Morito. C'est quoi le rapport avec le bouton j'aime? C'est que le bouton j'aime offre un ersatz, offre une faible copie de la relation. Et Ok, ça développe. Je peux illustrer aussi au début de Facebook. Moi, je me souviens des réactions des plus vieux, parce que c'était les jeunes qui commençaient sur Facebook. Ça commençait avec... Non, mais c'est vrai, ça visait les universitaires. Puis après, ça s'est étendu. Puis la première réaction, c'était comme... Comment quelqu'un peut avoir 50 amis sur Facebook? C'est comme la définition d'amis. Je pense que les gens réagissaient à cette idée. C'est comme tu peux pas avoir 400 amis. C'est impossible d'avoir 400 amis. C'est quoi cette folie de prétendre que tu as 400 amis? Aujourd'hui, on comprend, OK, j'ai 400 amis sur Facebook. Ça veut pas dire que j'ai 400 amis dans la vie. Mais il y avait comme cette équivalence-là. Et c'est vrai qu'un ami sur Facebook, même si des fois ça représente une amitié réelle, la plupart du temps, c'est pas le cas. Puis... T'as beau avoir 400 amis sur Facebook, une vraie amitié, c'est pas centré sur toi, c'est pas centré sur ce que tu projettes, c'est pas à sens unique. Une vraie amitié, il y a un rapport mutuel, il y a un rapport autocorrecteur, il y a de la franchise, il y a du contact. Et je crois que, bon, après ça, c'est pas moi qui ai fait les études. D'un côté, je crois que ça peut donner justement un genre de substitut, mais qui est pas nourrissant. Un substitut de l'amitié qui n'est pas nourrissant. De l'autre côté, je pense que quand les gens sont seuls, naturellement, ils veulent trouver le contact social. Puis le réseau social devient aussi comme un genre de substitut, mais qui, ironiquement, les empêche de rentrer dans des vraies relations. Christelle a envie de parler. Je vais donner la parole à Christelle. Christelle. Non, parce que c'est intéressant ce que JC dit, c'est qu'il y a cette sorte de... En fait, quelque chose a remplacé une autre chose. Il faut juste réaliser, quand on a tous un smartphone, un téléphone portable, on utilise tous des ordinateurs au moins de temps en temps, et
En fait, l'omniprésence des réseaux sociaux ont fait que cette façon d'entrer, se souvenir de ce que Zuckerberg disait, hein, la façon d'entrer en relation les uns avec les autres a été transformée. C'est-à-dire qu'il y a une autre série d'habitudes d'entrer en relation les uns avec les autres qui s'est instaurée. Et des habitudes qui sont organisées, répétées, structurées et intégrées dans un langage religieux, on appelle ça une liturgie. Tu vois, c'est-à-dire que la façon dont tu organises ta vie sociale, en fait, elle a changé. Mais comme c'est pas la même qu'avant, ou c'est pas la même que, en tout cas, du présentiel, ben, ça a des effets qui sont différents. Et ça, on le démontre, en fait. Ok, alors est-ce qu'un exemple de ça, ce serait avant, on rencontrait quelqu'un, on rentrait en relation, il n'y avait pas de réseaux sociaux, bah, on va juste discuter et peut-être, je sais pas, s'écrire des lettres ou s'appeler ou je sais pas quoi. Maintenant, on va rencontrer quelqu'un, on va rentrer en relation, on va dire, est-ce que tu as Insta, est-ce que tu as Facebook, est-ce que tu as Snapchat, nanana. Et du coup, après, ça va changer notre manière d'être en relation avec la personne parce que tout de suite, c'est OK, quel est son profil de tel réseau social, quelle photo il ou elle a mise. Et ça nous crée une nouvelle habitude par rapport à cette personne et un autre rapport à cette personne. C'est ça? Et puis en plus, le détail que tu n'as pas mentionné là, c'est que tu apprends à connaître la personne, mais tout seul. C'est pas la personne qui va te parler d'elle-même. C'est que toi, de ton côté, tu vas apprendre à connaître quelqu'un, à entrer en relation avec quelqu'un, mais juste au travers de ce sur quoi elle a cliqué, ce qu'elle a posté, mais t'es de ton côté, en fait. Un peu comme un espion, un informateur est-allemand se faisait des amis dans le passé. C'est comme tu vois sa vie, tu vois qu'est-ce qu'il a déclaré et tout, tu te fais une idée sur la personne, mais il n'y a pas de rapport mutuel. Ouais. C'est quoi le sens de ça? Le sens, je pense, c'est que les médias sociaux offrent un nouveau sens à ce qu'on comprend comme communion. Comme relation. La communion présentée par les médias sociaux est vraiment centrée sur l'usager, sur l'utilisateur. On veut répondre à mon besoin ressenti. C'est basé sur qu'est-ce que moi je présente aux autres ou qu'est-ce que je perçois des autres. Mais c'est entre toi et le réseau social. C'est pas entre toi et l'autre personne la plupart du temps. Et je pense que c'est ce qui explique la baisse de relations qu'on appelle significatives. On va en parler plus tard, mais cette idée-là que des vraies amitiés, des vraies relations, ça se manifeste aussi dans la vie de manière concrète. On dirait qu'on perd ce côté concret. Est-ce que du coup, tu aurais une anecdote concrète de ça? Parce que ça va un peu abstrait. Tu parlais un petit peu de la manière qu'on rentre en relation aujourd'hui. Je vois deux choses. D'un côté, je me souviens aussi à l'époque, c'est que, par exemple, aujourd'hui, tu arrives dans un bar ou tu arrives dans un resto, les gens sont seuls ou sont dans une salle d'attente, les gens vont sur leur téléphone. N'importe où, au train, à la gare, n'importe où. Tandis qu'avant, à quelque part, l'ennui te forçait à un moment donné jaser avec les gens parce que tu attends une heure chez le médecin. Et j'ai un ami qui est prof dans un cégep, c'est comme un genre d'institution entre le lycée et l'université au Québec, qui me faisait la remarque, il me disait, tu te souviens comment c'était quand nous, on était au cégep, moi je suis allé au cégep entre 2000 et 2002, et le prof rentrait en classe, puis il devait dire, OK, tout le monde, on prend nos places, on ouvre nos cahiers, puis ça prenait un certain temps avec le brouhaha, ça se tombe, puis après ça, les gens commençaient le prof commençait à donner son cours. Il dit, aujourd'hui, je rentre en classe, c'est le silence complet. Tout le monde est sur son téléphone. Wow. Ils ne parlent pas entre eux. Ils ne parlent pas entre eux. Parce que nous, entre les cours, on n'avait rien à faire non plus. Fait qu'on on allait prendre un café, on jasait, il fallait s'occuper. C'est comme tu as 3 heures entre 2 cours, tu parles à tes collègues. Aujourd'hui, tu peux passer 3 heures sur ton téléphone, pas rentrer en relation informelle, puis être seul. Ok, mais alors là, je pense à toi, l'auditeur ou auditrice qui est en train de nous écouter pour la toute première fois, parce que peut-être que quelqu'un a cliqué j'aime sur Sagesse et Morito, alors tu as commencé à l'écouter. Non, mais j'en sais rien. Mais tu te dis, non, mais en fait, c'est juste des vieux qui ont envie d'avoir une réaction réactionnaire face aux réseaux sociaux et leur seul message, qu'ils vont d'ailleurs mettre sur les réseaux sociaux, parce que le podcast, c'est sur les réseaux sociaux. C'est surtout arrêter les réseaux sociaux, parce que c'est mal. Est-ce que c'est pas un petit peu ça la conversation, genre attention, les réseaux sociaux c'est dangereux, du coup arrêtons les réseaux sociaux? C'est pas aussi simple que ça. On n'est pas en mode c'est bien ou c'est mal. C'est juste que c'est un peu ce qu'on veut faire dans cette émission en Sagesse et Morito. On veut prendre du recul sur la réalité, sur des phénomènes de société, et puis se poser la question du sens en fait, de sens, d'où ça vient, où ça va et comment est-ce que moi
individuellement, je dois me diriger dans tout ça. Et quand on s'arrête et qu'on observe, on réalise quand même qu'il y a eu un gros impact sur la façon dont on entre en relation les uns avec les autres. En Occident, c'est des sociétés plutôt individualistes, donc on va pas trop penser que les relations avec les autres ont un impact sur nous. Mais c'est ce que les scientifiques sont en train de nous révéler, c'est-à-dire qu'il y a en fait eu un basculement au cours des années 2010. Ça s'est fait comme ça au milieu, et puis ça a été un petit peu accéléré avec les confinements et la Covid et tout ça, qui montre que le sentiment d'isolement, il a augmenté, et l'impact sur la santé physique et mentale se fait ressentir. Et donc oui, quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, ça a des conséquences dans la vraie vie. Et donc c'est pas histoire de dire non, c'est bien, c'est mal, parce qu'il y a comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des aspects positifs, mais il y a des aspects négatifs. Et donc, plus que de dire c'est bien, c'est mal, on doit se poser la question du sens. Ouais. Et donc là, vous parlez de toute une liturgie d'aller sur les réseaux sociaux, de découvrir la personne ou le monde au travers du réseau social, d'avoir un rapport finalement à la machine et beaucoup moins les uns avec les autres, et d'avoir tellement l'impression qu'on est en lien par les réseaux sociaux qu'on est encore moins en lien avec les vrais gens. Ouais, donc du coup, est-ce qu'on peut assez vite arriver à une solution, parce que sinon l'épisode va être déprimant. Vous parlez de liturgie, mais comment est-ce qu'on amène en fait une contre-liturgie? Comment est-ce qu'on trouve autre chose? Comment est-ce qu'on récupère en fait notre capital social? Ouais. Une bonne question à se poser, c'est dans la vie, où est-ce qu'on le trouve, le capital social? C'est-à-dire où est-ce que normalement les gens peuvent construire du lien social? Il y a plein de choses qui existent en fait, et n'importe qui, la plupart des gens peuvent se tourner vers ces solutions-là qui existent déjà. Les groupes d'intérêt, les clubs de musique, de danse, d'art, le forum etc. de Blur. C'est ça, exactement. Exactement. Si vous êtes fan d'un truc, rencontrez des gens en vrai, en fait, qui font ça. Il y a des communautés qui s'en sortent très bien, par exemple les skateurs. Les skateurs, ils sont sur les mêmes forums, mais ils se retrouvent en personne parce que tu ne peux pas skater en ligne, en fait, c'est pas possible. Donc il y a des vraies communautés, des vrais liens qui se tissent autour de ça. Moi, je fais de la musique brésilienne, je peux pas faire de la musique brésilienne en ligne, en fait. Je retrouve des amis, et puis après, on va boire un verre, on s'intéresse à la vie des autres, et donc il y a du lien social qui se tisse comme ça. Même la danse en ligne, ça se fait en personne. La danse américaine, excusez-la. Non, mais le principe, c'est, je crois que moi, je le formulerais ainsi. Je dirais que une amitié analogue ou une amitié réelle peut être soutenue par une amitié digitale. Mais il faut vraiment faire attention à ce que le digital ne vienne pas à remplacer le rapport analogue. Puis comme Facebook a reçu les investissements des investisseurs, puis a investi des milliards de dollars dans la capture de notre attention. On parle de Facebook, mais on parle de tous les médias sociaux. C'est qu'à quelque part, passer ce temps-là sur son téléphone, ce qui s'est passé, c'est que la technologie est tellement bonne, tellement efficace à capter notre attention, c'est que le digital a bouffé l'analogue. Et donc, il faut garder des contre-liturgies, des contre-habitudes, comme Christelle mentionnait, qui nous force ou qui nous donne les armes nécessaires pour que l'analogue résiste à l'envahissement du digital. Et en même temps, plutôt difficile dans une société qui fonctionne tellement au travers de nos écrans, où juste, c'est l'évolution de la société et pas juste tel ou tel réseau social avec telle ou telle option supplémentaire. Donc même toutes les communautés qu'on va avoir vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Et même les communautés, je pense par exemple à ce que tu disais sur le groupe de musique, vous allez vivre loin les uns des autres, vous allez vous retrouver sur un réseau social pour parler. Ça vient rapidement, le fait de se dire oui, c'est des vrais gens derrière, mais en même temps, on le fait que au travers de la communauté. Voilà. En ligne. Mais c'est ça, c'est le petit qui compte, parce que c'est pas grave en fait de se retrouver en ligne, c'est pas c'est même bien, problème. bien. C'est même bien, ça augmente le contact, mais la clé, et je pense que c'est ça la question du sens en fait. La clé, c'est la présence à l'autre. Quand on parlait de liturgie tout à l'heure, c'est des habitudes qui sont répétées, qui sont structurées, organisées. Le problème, il arrive quand tout se structure et s'organise par quelque chose qui nous semble être de la connexion, mais qui en fait se vit séparément. Et donc,
le sens en fait de notre vie sociale et du lien social, c'est d'avoir des habitudes de présence à l'autre. Et même spirituellement, il y a cette histoire que Jésus raconte dans la Bible où il se présente, il dit voilà, plus tard je reviendrai comme roi et juge du comportement des gens. Et puis il donne plein d'exemples, c'est dans l'Évangile selon Matthieu. Puis un moment, il parle du moment où voilà, le roi ne sera pas content, il dira ben, vous méritez d'aller en enfer. Et les gens en face diront ben, pourquoi on doit aller en enfer? Et une des raisons pour laquelle Jésus dit ben, vous méritez d'être séparés de ma présence, encore un point de présence, c'est vous m'avez vu pendant votre vie, j'étais étranger, vous m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous m'avez pas visité. Et donc quelque part, ce que ça souligne, c'est que la présence à l'autre est essentielle à notre bien-être spirituel et au fait de participer au bien dans le monde, en fait. Donc le bien non seulement pour nous, parce qu'on parlait de santé physique et santé mentale pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et donc couper ça, en fait, c'est aller à l'encontre de la dynamique du bien et pour nous et pour les autres, pour l'univers, en fait. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que d'être en relation avec des gens, même un étranger, un inconnu, quelqu'un qu'on va aider dans la rue ou je sais pas quoi, ça participe à même une relation spirituelle avec Dieu. Le faire à ces personnes, c'est comme le faire à Dieu. Exactement, exactement. C'est le lien social, c'est pas juste une conception abstraite, c'est toi qui parles à quelqu'un d'autre, c'est toi qui apprends à connaître quelqu'un d'autre, c'est toi qui souffres avec quelqu'un d'autre, c'est toi qui fais du bien à l'autre. C'est plus qu'une performance, c'est vraiment existentiel. Puis je pense qu'on peut pousser l'analogie encore plus loin, où on peut voir comment la fausse amitié digitale, si on veut, ou la forme digitale que l'amitié prend, ou qui est centrée sur soi, puis où on espionne, ou on lance des messages, mais qu'il n'y a pas de rapport de présence puis d'interaction. Je pense que c'est ce qu'on comprend souvent par religion. Quand on parle de religion dans l'espace public, ce que les gens comprennent, c'est un petit peu genre, ben, tu as ton idée de Dieu, puis tu lis des textes sacrés, puis tu lances des bouteilles à la mer en priant. Alors que nous, on comprend par rapport au cadre de la foi chrétienne, c'est vraiment une présence à Dieu. C'est vraiment cette idée-là d'un rapport analogue ou d'un rapport personnel avec Dieu, où il n'y a pas seulement où qu'on lance des bouteilles à la mer et on écoute, mais qu'il y a vraiment une interaction, il y a vraiment un rapport, il y a vraiment on est corrigé, on est convaincu, on est encouragé, on est soutenu. Et souvent, Dieu agit à travers les autres. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Donc en gros, la religion, ce qui est en filigrane dans ce que vous êtes en train de dire, c'est non seulement être en relation avec Dieu, au travers des prières, au travers de certaines choses, au travers de liturgies religieuses, mais c'est être en relation les uns avec les autres, parce que il y a la communauté d'église et les personnes avec qui on va parler vont nous parler de la foi, ça va nourrir notre relation à Dieu. C'est un petit peu ça, cette relation plurielle et cette liturgie de la relation dont vous parlez. Tout à fait, la relation avec Dieu, la relation avec les autres au sein de la communauté des croyants, aussi la relation avec tous les autres êtres humains, parce que c'est extrêmement important, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et même le mot religion, ça vient d'une expression latine qui veut dire relier, lier ensemble en fait. Et donc, de nouveau, cette idée de lien social, elle doit faire l'objet d'un effort personnel, c'est-à-dire chacun d'entre nous, on doit se poser la question, mais est-ce que je me laisse pas bercer par mes applis, tous ces likes, toutes ces images, tous ces commentaires, en me disant ben, c'est ça la vie sociale, au risque en fait de ma santé mentale, ma santé physique, et d'être dans une société qui s'écartèle de plus en plus, ou est-ce que je vais pas mettre en place des habitudes, des liturgies, de la connexion, et au premier rang de ces connexions, il y a la connexion, le lien avec l'être ultime, la réalité ultime qui est Dieu, parce que tout, dans notre conception en tout cas, tout retombe en place une fois qu'on a ça en pratique.
Donc, pour chaque demi-heure passée à scroller et à mettre des cœurs sur les vacances de notre voisin ou le nouveau bébé chat de notre arrière-cousin, il faudrait peut-être 1 heure de vraie sociabilisation, 1 heure de vrai contact, d'autres liturgies du lien, en fait, qui ne soient plus au travers d'un écran, mais d'une personne. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Christelle, à l'instant, où c'est un effort, en fait. Ouais. Et c'est peut-être de plus en plus un effort parce qu'on se rend compte que notre société est tellement ultra digitale, ultra globalisée. Enfin, les rapports sociaux ont changé. C'est peut-être pas que la faute à Zuckerberg, mais en tout cas, c'est un fait. Donc, c'est encore plus difficile d'être en relation. Et pourtant, parce que les médias sociaux, les réseaux sociaux, de fait, finissent par nous éloigner et puis augmentent aussi les taux de dépression, c'est en fait une liturgie ou une contre-liturgie importante à mettre en place. Chercher à faire du lien, chercher à tout de suite arrêter cet épisode de Sagesse et Morito après avoir cliqué j'aime et s'être abonné quand même parce que ça nous aide. Mais du coup, aller en parler avec quelqu'un, aller prendre un café avec une vraie personne, aller contrer cette liturgie de l'entre-soi de l'écran et de la solitude forcée pour essayer de se sociabiliser et retrouver comme ça notre humanité. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous l'avez fait, c'est un exploit quand on voit les courbes en général d'écoute, parce que c'est ça aussi en vrai. On est tellement habitué à avoir des j'aime partout qu'on a aussi de plus en plus de mal à avoir de l'attention, de la concentration. Si vous êtes encore là quand vous m'entendez dire ça, vraiment, je vous aime. Merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito. Et d'ici là, vous avez à peu près 2 semaines devant vous. Participez à une communauté. Allez contrer avec nous ce sens dans lequel on est dirigé de fuir la sociabilisation et de fuir la communauté et aller parler à des vrais gens. Vous pouvez leur parler de Sagesse et Morito. On vous dit à bientôt. It is like a finger pointing away to the moon. On vous invite à nous rejoindre sur YouTube et toutes les applis de podcast. Vous pouvez activer la petite cloche. On a un épisode qui sort le dimanche toutes les 2 semaines. On vous attend nombreux pour aussi réagir à ce qu'on aura dit, nous faire part de vos commentaires. On vous dit donc à bientôt pour cette saison de Sagesse et Morito. Youhou! Yes.